Nous sommes le mercredi 11 septembre 2024 et l'événement du jour est la célébration de la journée mondiale de lutte contre le terrorisme. Cette date du 11 septembre n'est pas anodine. Elle rappelle les actes de terrorisme les plus marquants de l'histoire, les attentats du 11 septembre 2001 aux États-Unis. Cette journée est l'occasion de renforcer la solidarité envers les victimes et leurs familles et de renforcer les liens entre les diverses associations d'aide aux personnes touchées par des actes terroristes. Il faut rappeler que le terrorisme se définit comme un ensemble d'actes et de violences qui peuvent, entre autres, être comme des attentats ou des prises d'otages commis par une organisation ou encore un groupe d'individus. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de Un jour, un événement. Nous parlons ce jour de terrorisme. Il est déjà sur ce plateau, c'est un géostratège Dalvaris Ngunju, docteur Dalvaris Ngunju, bonjour et bienvenue. Bonjour Mireille Flore, bonjour aux téléspectateurs de Canal 2 International, merci pour l'invitation. Le monde entier est mobilisé ce jour, ce 11 septembre, pour dire non aux actes de terrorisme. En votre qualité de géostratège, que pensez-vous du terrorisme ? Premièrement, il faut peut-être définir le terrorisme. Vous avez donné une très belle définition, mais ce sera encore plus facile de rentrer dans l'étymologie du mot terrorisme. Le terrorisme est constitué par deux mots d'origine latine, deux expressions d'origine latine, un radical, une racine et un suffixe. Le radical, c'est terror, qui renvoie à la terreur, et isme, qui est un suffixe qui renvoie à la doctrine. Donc, en termes de CME, le terrorisme, c'est la doctrine de la terreur. Donc, les terroristes prennent disposition pour s'aimer la terreur, pour pouvoir atteindre un certain nombre d'objectifs qu'ils se sont fixés. Maintenant, de l'origine, particulièrement de la journée, vous avez fait allusion à la journée noire du 11 septembre 2002 par rapport aux attentats terroristes aux États-Unis, mais c'est important de rentrer un peu 2 jours plus tôt. Parce qu'en réalité, avant les attentats du 11 septembre, 2 jours plus tôt, on tue le commandant Massoud. Le commandant Massoud, c'était le chef militaire en Afghanistan qui travaillait pour la CIA, qui combattait les forces russes et surtout qui était contre les talibans. Pourquoi rentrer dans l'historique? Parce qu'en fait, vous savez bien que des personnes qui ont été accusées pour le terrorisme, pour les actes terroristes de 2001, en réalité étaient liées à Al-Qaïda, et Al-Qaïda, avec à sa tête Oussama Ben Laden, était extrêmement proche des talibans qui étaient dirigés par Mollah Omar en Afghanistan. Donc, comme vous l'avez si bien dit, le 11 septembre, il y a eu 4 avions qui avaient été détournés. Il y en a 2 qui ont foncé sur le World Trade Center à New York. Il y a un qui est allé vers le ministère de la Défense américain le Pentagone. Ensuite, il y a un qui est en train de diriger vers la Maison Blanche, apparemment, ou le Congrès, mais qui avait été stoppé, qui est tombé avant d'atteindre les objectifs. Donc, par rapport à ces attentats qui avaient vraiment ému le monde entier, qui avaient révélé le caractère cynique du terrorisme, donc le bilan varie entre 3 000 et plus de 6 000 morts. Les chiffres ne sont pas très arrêtés selon les sources. Par rapport à cela, le monde entier s'est mis ensemble et ils se sont dit que c'était très important que nous puissions combattre le terrorisme. Et un seul État ne pouvait pas faire face à cette menace. C'est pourquoi on a adopté cette journée comme journée internationale de lutte contre le terrorisme et voir comment les nations peuvent se mettre ensemble pour lutter contre ce fléau. Et cette journée, il faut le dire, est célébrée depuis 2008. Alors, qu'est-ce qui peut pousser un groupe ou un individu à poser un acte terroriste? Qu'est-ce qui peut pousser à poser un acte terroriste? Mais pour comprendre facilement cela, Mireille, ce serait important de rentrer dans les revendications qui étaient utilisées par les terroristes en 2001 pour justifier leur comportement. Ils avaient au moins 2 éléments. Le premier, c'était que pour eux, les troupes américaines occupaient l'Arabie Saoudite. Et pour eux, l'Arabie Saoudite, c'est une terre sainte. Et voir les Américains et les Occidentaux là-bas, avec toutes leurs bases et tout ce qu'ils font, c'était comme quelque chose d'impur, selon eux, en Arabie Saoudite. Mais surtout, deuxièmement, il y avait le fait que les Américains, en particulier les Occidentaux en général, apportaient beaucoup d'armes à Israël pour combattre les musulmans à Gaza. En d'autres termes,
ce qui peut parfois, dans certains cas, expliquer cela, pas justifier, mais expliquer, c'est que les gens utilisent le terrorisme pour des revendications. C'est-à-dire, dont ils se disent qu'à un certain niveau, on n'est pas en train de les entendre, à un certain niveau, on n'est pas en train de les écouter. Et pour pouvoir se faire entendre, pour pouvoir se faire écouter de manière forte, ils utilisent la doctrine de la terreur qui est le terrorisme. Alors, revenons au Cameroun. Est-ce que notre pays est concerné par le terrorisme? Oui, c'est sincèrement, très objectivement, on ne peut pas dire non. On ne peut pas dire non. Pourquoi? Parce qu'en réalité, depuis un certain nombre d'années, le Cameroun a été confronté pratiquement à des faits terroristes. N'oublions pas que nous avons été confrontés, et nous sommes toujours confrontés aujourd'hui à la menace, par exemple, de Boko Haram au nord et à l'extrême nord du Cameroun. Or, la nébuleuse Boko Haram, qui a ses tentacules, tant au Nigeria, au Niger, qu'au Tchad, s'est revendiqué à plusieurs reprises être lié à l'État islamique qui travaille avec Al-Qaïda, qui sont les grandes multinationales de terrorisme. Donc aujourd'hui, il dit que le Cameroun n'est pas confronté à des faits terroristes. Je pense que ce n'est pas conforme à la réalité. Le Cameroun fait face au terrorisme. Alors c'est vrai qu'on a souvent dans les chaumières, souvent dans les quartiers, des personnes qui disent que non, le Cameroun n'est pas confronté aux actes de terrorisme. D'autres qui disent que non, le Cameroun est confronté aux actes de terrorisme. Et chacun a son argument. Est-ce que vous pouvez comprendre pourquoi ces personnes-là disent que le Cameroun n'est pas confronté aux actes de terrorisme? Non, très sincèrement, ça va être... À moins que ces personnes ne soient pas au fait des informations qui sont pratiquement à la portée de tout le monde. Je prends l'exemple simple. Il y a cela à peine quelques années, nous avons assisté aux attentats sur le pont vert à Garoua. Il y a eu de nombreux morts. Il y a eu des attentats à Maroua. Il y a eu de nombreux morts. Ça, ce sont des actes terroristes, c'est-à-dire des gens qui quittent de quelque part, viennent mettre des explosifs, qui tuent des civils, parfois des soldats. Et ce sont des actes terroristes qui sont clairs. Mais maintenant, d'autres personnes peuvent se dire qu'en fait, ça dépend des aires géographiques. Oui. Si vous dites à quelqu'un, par exemple, que la ville de Douala est confrontée au terrorisme, il va dire non, parce qu'il n'est pas confronté à cela. Ou à l'Est, dans certaines régions, par exemple, je prends les régions du Nord-Ouest ou le Sud-Ouest, certaines personnes vont vous dire qu'en réalité, les actes qui se passent là-bas, ce n'est pas le terrorisme, c'est beaucoup plus des revendications politiques ou partisanes. Par exemple, voilà, c'est souvent l'argument que ces personnes-là avancent, que ce ne sont pas des actes de terrorisme, mais ce sont des revendications politiques et que forcément, il y a des personnes qui sont tapies dans l'ombre et qui tirent des ficelles et avec des buts bien précis. Oui, mais là, même il peut y avoir des revendications partisanes, mais vous savez, il y a ce qu'on appelle l'économie de guerre. Oui. Donc il y a des gens qui profitent, comment excusez l'expression, de la pluie pour faire caca dans le torrent. Oui. Donc dans un contexte là, quand je prends l'exemple par exemple au Sud-Ouest, l'année dernière, l'année passée, dans une ville comme Kumba, quand des gens viennent, même si ces personnes ont des revendications politiques, rentrent dans une école, sortent le cache et commencent à mitrailler sur les enfants. Des enfants qui n'ont rien à voir avec la politique, des enfants qui n'ont rien à voir avec autres revendications, dont le seul péché c'est d'être à l'école. Comment est-ce que vous pouvez taxer cet acte-là? C'est exactement ce qu'on appelle la doctrine de la terreur. En réalité, ces personnes essaient de terroriser les enfants pour les dissuader d'aller à l'école, pour faire comprendre leurs revendications. Donc, en ce moment-là, certaines personnes qui peuvent avoir des revendications politiques utilisent les actes terroristes pour faire comprendre leur voix. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire? Vous avez quand même révélé, noté quelques actes terroristes enregistrés par le Cameroun dans la partie septentrionale. Et aujourd'hui, c'est un fait indéniable. Le terrorisme est présent au Cameroun. On a enregistré de nombreux actes de terrorisme. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que le Cameroun devrait faire pour se mettre à l'abri de ces actes de terrorisme-là? Premièrement, je peux vous dire, Mireille Flore, que dans le monde entier, il n'y a pratiquement aucune nation qui est à l'abri du terrorisme. Quand vous prenez une grande puissance comme la Fédération de Russie, il y a cela à peine quelques mois, la Fédération de Russie a dû faire face à un attentat terroriste au théâtre du Crocus que vous avez pu voir à Moscou, marquer toute sa puissance, marquer son renseignement. Aux États-Unis, je n'en parle pas. Au Japon, je n'en parle pas. En Chine, c'est pratiquement tout le temps que dans le Xinjiang, qui est une pratiquement dont la majorité de la population est musulmane, qu'il y a des actes terroristes. Mais maintenant, les États peuvent travailler ensemble. Mais au-delà de travailler ensemble, c'est très important de voir, parce qu'il faut toujours partir d'un cas, ce qu'on appelle les cas d'école, oui, comme on voit dans les écoles de guerre. Le cas d'école des États-Unis, par exemple. Les États-Unis sont extrêmement puissants. C'est une des nations qui a plus de 100 services de renseignement. Mais comment se fait-il qu'il ait pu avoir ces attentats-là? En réalité, il savait que, vous savez, il y a deux principaux agents de renseignement aux États-Unis. Oui. Nous avons la Central Intelligence Agency, la CIA, dont
son domaine de compétence, c'est de faire du contre-espionnage ou de l'espionnage hors des États-Unis. Oui. Mais à l'intérieur des États-Unis, vous avez la Federal Bureau of Investigation, le FBI, qui a la compétence de travailler à l'intérieur des États-Unis. Ça fait que les attentats, ou alors les attentats avaient été préparés à l'extérieur. Chacune des deux agences avait les informations, mais il n'y avait pas une collaboration. Ça veut dire chacun veut garder l'information parce qu'il estime qu'il faudrait que ce soit lui qui apporte un résultat et que les médias partent à lui. Et du fait qu'il n'y a pas eu une certaine collaboration, les terroristes ont pu atteindre leurs objectifs. Et dans des États comme le Cameroun, les Camerounais gagneraient beaucoup. Et même d'autres États africains ne pourraient collaborer. Alors, mais est-ce qu'on ne collabore pas? Est-ce que nos services de renseignement ne collaborent pas entre eux? Est-ce qu'on en a vraiment suffisamment des services de renseignement? Oui, non, il y en a. Et surtout, je crois qu'après les attentats, même avant les attentats, il y a des mesures qui ont été prises. Il y a un certain nombre de réformes qui avaient été prises par le haut commandement, particulièrement au niveau de la plupart des détachements des forces de défense de sécurité. Il y a des détachements antiterroristes, que ce soit au niveau du BI, il y a le CAT, le commando antiterroriste, que ce soit même ici, là, les gars de la gendarmerie qui travaillent au niveau du GIGN, groupement d'intervention de la gendarmerie nationale. Il y a des gars qui ont une formation antiterroriste, que ce soit les gars du GIGN, le groupement spécial d'opération. Il y a des détachements à l'intérieur qui ont une formation antiterroriste, qui ont une possibilité. Mais surtout dans le niveau de la formation, c'est très important de prévoir, de faire la prévention. Parce que ça, le renseignement, ce n'est pas réagir, c'est agir en amont. Maintenant, au niveau revendication, est-ce qu'il y a des gens qui ont des revendications? Premièrement, il faut les identifier. Oui. Est-ce qu'on peut trouver une solution si ces revendications sont faisables? C'est comme ça en réalité. Mais après, il y a des gens qui ont des revendications et qui ont posé, qui ont fait savoir, mais jusqu'ici, rien n'a été fait. Et c'est pourquoi peut-être les actes terroristes continuent d'être posés. Mais bon, on ne peut pas lier les deux, parce qu'il peut y avoir des revendications qui sont légitimes, donc qui sont corporatistes. Ça peut être des avocats, des enseignants, des journalistes, je ne sais pas quoi, mais il faut toujours écouter les gens. C'est pourquoi j'ai dit, dans un pays comme le Cameroun, c'est pas bien de vouloir censurer les gens. Si les gens veulent s'exprimer, c'est très important de les écouter déjà. Parce que c'est plus facile de s'asseoir à une table, d'écouter des gens, de trouver des solutions, ou même de ne pas trouver, que de refuser à des personnes de s'exprimer. Voilà. Et ça rentre dans la prévention. Et maintenant, même quand on n'a pas une solution, quand on ne peut pas au niveau de la prévention, il y a une possibilité de s'apprêter au niveau de la réaction. Ça veut dire, si les gars réagissent de telle manière, comment on peut apporter une réponse? Il y a des possibilités. Donc, la solution, à mon avis, contrairement à ce que beaucoup de personnes se disent, que ce soit au Cameroun, que ce soit ailleurs, ce n'est pas que armé. Remarquez bien. Prenons l'exemple. Il peut avoir le dialogue. Très bien. Je prends l'exemple de l'Afrique du Sud. Vous savez, pendant l'apartheid, le régime de l'apartheid en Afrique du Sud a utilisé tout pour écraser la résistance noire. Et l'ANC, avec sa branche armée, et sa branche armée utilisait les attentats terroristes pour faire des revendications contre le pouvoir. Et ils se sont rendus compte à un moment que non, même si nous continuons à mater ces gens-ci, sinon on ne s'assoit pas pour écouter, nous pensons que tôt ou tard nous risquons de perdre. C'est l'une des raisons pour lesquelles ils avaient gardé Mandela. Quand ils gardent Mandela en prison, après, parce qu'ils taxaient Mandela de terroriste. Mais après, il fallait négocier avec lui, jusqu'à ce que Mandela ait été le premier président de l'Afrique du Sud post-apartheid. Je vais dire quelque part, c'est toujours très important. La brutalité est bien, mais la brutalité n'est pas la seule solution. C'est très important de pouvoir travailler avec les deux variables-là. Que ce soit ici, que ce soit ailleurs. Quand vous voyez par exemple, je crois le gars par exemple, le cerveau des attentats du 11 septembre. Est-ce que vous savez que, je crois que son procès a commencé en 2009 et on a annulé la peine de mort pour lui. Parce qu'en fait, on se rend compte que, et remarquez dans toutes les révolutions de par le monde entier, dans la plupart des cas, on peut avoir des solutions. Parfois, même les gens que vous arrêtez, ils ont des informations qui peuvent vous aider de prévenir certains actes terroristes. En d'autres termes, si vous êtes neutralisé au début, vous perdrez le fil des informations. Alors que si vous les écoutez, si vous essayez de voir dans quelle mesure on peut trouver une solution. Pourquoi ils ont même posé ces actes-là? Très bien, exact, comme vous le dites. Mais maintenant, ça va être extrêmement insuffisant si nous pensons que le terrorisme n'est utilisé que par des gens pour les revendications. Notons qu'en fait, dans les grandes puissances, chez les grandes puissances généralement, on utilise aussi le terrorisme pour atteindre certains objectifs géostratégiques. Ça veut dire, je prends l'exemple simple, des gens disent qu'il y a eu attentat au Cameroun, au Nigeria. Et ils disent que, les grandes puissances disent que nous allons envoyer les hommes pour vous protéger. Alors qu'en réalité, ce sont eux qui organisent ce terrorisme-là. Pourquoi? Parce que leur présence sur le territoire leur permet de vous contrôler facilement. Pour cela, on a vu des cas. Remarquez par exemple tout récemment au nord Mali. Les gars qui quittent au nord du Mali. Au nord du Mali, merci. Oui. Les gars qui quittent pour demander l'indépendance de l'Azawad au nord du Mali, ce sont des gars qui avaient combattu contre Kadhafi et à qui une puissance leur avait proposé que si vous nous aidez à faire partie Kadhafi, nous vous aiderons à avoir un État au nord de votre pays. Et maintenant, pour pouvoir avoir un État au nord du Mali,
on fait de vous des terroristes qui veulent l'indépendance de votre pays. Alors qu'en réalité, derrière, il y a une grande puissance qui tire des ficelles. Ce que nous parlons pour le Mali, on peut l'appliquer pour beaucoup de pays. Sinon, on ne peut pas comprendre qu'un pays, par exemple, comme le Nigeria, qui a une armée extrêmement puissante, que les terroristes entrent dans une base militaire, prennent des chars d'assaut, prennent des hélicoptères, prennent tout ça. Il faut une puissance qui leur apporte tout ce soutien-là. Et je pense que c'est une puissance qui utilise le tourisme pour atteindre les objectifs géostratégiques. Et merci. C'est sur ces paroles que nous allons mettre en terme à cet entretien, docteur Dalvaris Ngodjo. Avec vous, on passerait toute la journée, mais dommage, le temps imparti. Le temps qui nous est réservé est arrivé à son terme. Merci d'avoir accepté notre invitation. Mesdames, Messieurs, c'est ici que s'achève cet autre numéro de Un jour, un événement. Merci de nous avoir suivis. Restez en compagnie des programmes de Canal International. Je vous retrouve demain.